Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Ousmane Ba, de nationalité sénégalaise. Et avant de venir au Maroc, j'étais élève étudiant au Sénégal, particulièrement en Casamance et dans le village de Bounkiling. Donc après quelques années passées à Ndongan, parce qu'on était victime de l'attaque de la rébellion casaçaise à Boutout, c'était en 91. C'est là qui a poussé la famille de se déplacer pour venir de l'autre côté du fleuve casaçais, à Bounkiling. Donc c'est parmi les choses qui m'ont poussé à quitter le pays, puisque les choses devenaient beaucoup plus compliquées pour la famille et pour mes parents aussi, pour pouvoir continuer mes études. Et c'est là que le rêve de l'Europe est venu en ma tête, en ma conscience, pour aller chercher l'avenir meilleur, et surtout poursuivre mes études en France. C'était le 3 juillet 2001 que j'ai atterri à l'aéroport de Casablanca. De là, j'ai pris directement le bus pour aller à Tanger et attendre le meilleur moment pour traverser. Donc à Tanger, comme toute personne subsaharienne qui vit là, on vivait dans des situations très compliquées, dans les hôtels, les motels, avec tout ce qui va avec toutes sortes de différentes nationalités, avec toutes les interventions de la police. Et on est resté là dans cet espoir de pouvoir traverser pour aller en Europe, particulièrement à travers le Gibraltar, Tarifa. Donc c'est dans cette attente que vraiment on a eu la malchance d'être arrêté et être refoulé en Algérie, à la frontière avec le Maroc. Et au retour, on a marché pas mal de jours, presque 12 jours. On marchait à pied, sous la pluie, sous la neige. On a marché des frontières maroco-algériennes vers les forêts de Gorgon, les montagnes de Gorgon. Et c'est de là qu'on a trouvé des solutions pour venir jusqu'à Rabat. Pratiquement, on a vécu comme tout le monde. Avant, tout le monde était concentré à Takarou, toujours dans l'objectif de pouvoir tenter pour attendre le meilleur moment. Il faut comprendre que ces périodes qui étaient là étaient tellement difficiles, surtout moi qui n'avais pas de soutien extérieur, surtout depuis l'Europe, d'autant plus que ma famille n'a pas aussi ses moyens, parce que je suis d'une famille d'éleveurs, agriculteurs, et c'est une grande famille, c'est pas une petite famille. Et je me suis dit, voilà, ça ne peut pas continuer comme ça. Et j'avais toujours l'envie de m'inscrire dans une école au Maroc, de continuer des études. Mais malheureusement, je n'avais pas une bonne issue, je n'avais pas un bon conseil, mais je n'avais pas de bonne orientation. En tant que personne qui est venue chercher le meilleur avenir, et après plusieurs tentatives de traversée, j'étais obligé de revoir ma situation et de m'inscrire dans une école privée de formation professionnelle qui est à G5, qui est ISINT. Et c'est là que j'ai commencé à travailler dans les chantiers marocains, dans le maçon, le bâtiment, la collecte des arbres maritimes, faire du jardinage pour payer mes études, pour subventionner mes études, payer mes logements et payer ma nourriture. Mais parallèlement, engagé dans les questions migratoires, on avait souvent des formations avec les organisations de la société civile nationale et internationale qui organisaient des séminaires, des formations qui renforçaient nos capacités jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui est lié aux questions migratoires aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a tout assumé, mais on a une certaine base. Et les choses avancent. Avant, il n'y avait que quelques organisations subsahariennes. Je peux citer le Conseil des migrants, je peux citer l'association des Congolais réfugiés, je peux citer l'association des réfugiés ivoiriens. Et petit à petit, les choses avançaient. Jusqu'en 2011, au retour du Forum social mondial de Dakar, où dans des causeries comme ça, une idée est sortie pour organiser une caravane du Maroc vers le Sénégal par la voie terrestre.
Et l'idée a été copée et on a eu vraiment le soutien de la société civile, des étrangers, des Européens qui ont adhéré à l'idée. Et au retour de cette caravane, on a eu l'idée de créer l'association, le collectif de communautés subsahariennes au Maroc. Et les événements de 2005 ont marqué vraiment la vie migratoire des subsahariens, particulièrement ma vie. Parce que c'est en 2005, après les événements de Septembre et Emilia, qui ont coûté la vie de 13, officiellement, 13 migrants de différentes nationalités, que en tant que migrants, on s'est dit, écoutez, ça ne peut pas continuer. Et ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on essaie de voir notre position dans ce pays. Et je profite de l'occasion pour remercier la société civile marocaine. Il est vrai qu'il y avait, bien avant les Marocains, des organisations marocaines étrangères qui essaient de défendre un peu les droits des migrants, surtout c'était à Tanger. Mais à Rabat, quand même, c'est en 2005, nous, en tant que migrants en situation administrative irrégulière, qu'on a senti qu'il y a une société marocaine qui intervient pour la protection des droits des personnes migrantes. Donc c'est en 2005 que les organisations se sont levées pour essayer d'aller chercher les personnes qui étaient refoulées vers les frontières algéro-marocaines, d'autres étaient refoulées vers le désert du Sahara, quand même, loin. Dans le désert, quand même, il y a eu pas mal de victimes, de personnes disparues, ça il faut le dire. Donc c'est à partir de cette période que, avec l'aide de la société civile marocaine qui nous a encadrés, qui nous a coachés pour vraiment s'organiser en tant qu'association. Parce qu'il faut comprendre, avant, nous, en tant que subsahariens, comme je l'avais dit précédemment, on vivait en communauté ou même on vivait en ethnie. Donc c'est dans ça où on était plus ou moins organisé pour pouvoir subvenir à nos besoins, pour pouvoir subvenir aux difficultés que nous vivons. D'ailleurs, je peux prendre l'exemple en 2003, mon premier engagement en tant que personne dans les questions de protection des droits des personnes, c'était suite à l'agression d'un Gambien que je rends hommage, je ne sais plus où est-ce qu'il est maintenant, Bouba, qui a été défiguré à Takadoum, et on s'est levé, on a marché, on a manifesté, on a cassé des maisons, des boutiques à Takadoum. C'est là qu'on a commencé à sentir que non, les agressions ne peuvent pas continuer, les violations de droits ne peuvent pas continuer, mais c'était dans le non formel. Mais en 2005 quand même, on a eu vraiment la grande chance d'être encadré, d'être appuyé par la société civile marocaine. Et c'est dans ça qu'on a eu l'idée de changer notre stratégie d'intervention, notre stratégie de travail. Parce que depuis que j'ai pris le règne, j'ai rassemblé tous les autres membres, dont Ruben Odei, le Ghanéen, et d'autres personnes, Alain Koundou qui est aujourd'hui en Europe. On s'est réunis, on a dit qu'il faut qu'on change notre façon de travailler. Et cette façon, on ne peut pas juger qu'elle n'est pas bonne, mais nous, on doit aller de nous-mêmes. On faisait nos réunions dans les cafés, dans les jardins, et on faisait des réunions au bureau de ODT. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à ODT marocain, dont le secrétaire général est Ali Lofri, qui se sont déplacés vers les subsahariens pour nous organiser en syndicat. À cette période, c'était en 2012, et c'était la première fois que les subsahariens ont participé dans des manifestations, surtout le défilé du 1er mai. C'est grâce à l'ODT. Et c'est là aussi où la façade de la migration a commencé à changer. Donc nous, en tant que collectif, on a adhéré à l'idée du syndicalisme de l'ODT. Donc la plupart de nos membres sont aussi membres de l'ODT. Donc le collectif a continué à travailler et la stratégie était de travailler nous-mêmes. Si on a des personnes qui nous trouvent dans nos projets, nous allons faire avec. Donc on a commencé à donner des cours de soutien aux jeunes marocains et aux jeunes subsahariens, des enfants marocains subsahariens. On commençait à donner des cours de soutien, organiser des ateliers de théâtre, de dessin. Et c'est dans ça que vraiment on a commencé à avoir le soutien des Caritas, côté financier. Et plus ou moins, on a commencé à se développer petit à petit, on avance. Jusqu'à ce que, en 2013,
après la présentation du rapport, jusqu'après même, que vraiment les choses ont commencé surtout à avoir du propositif pour le collectif. Il faut comprendre aussi, on ne peut pas parler de la migration au Maroc sans parler du rapport de CNDH, le rapport de la société civile présenté par le CADEL et le rapport de l'AMDS sur les questions de violation des droits de l'homme au Maroc en général et particulièrement des droits des migrants. Donc ce rapport vraiment était un deuxième élément déclencheur, puisque à l'issue de ce rapport, que Sa Majesté, que Dieu l'assiste de ton longue vie, a fait un discours, le discours qui a marqué les questions migratoires au Maroc, qui a marqué l'esprit des migrants, qui a marqué l'esprit du monde, qui a marqué l'esprit du gouvernement marocain, qui a marqué l'esprit des Marocains. Donc c'est un discours où il y a eu des recommandations qui ont été faites. Après ça, il y a eu ce déclenchement de l'opération de régularisation des personnes migrantes. Parce que c'est à travers ces discours que Sa Majesté a donné l'autorisation de régulariser toutes les personnes migrantes, puisque déjà en 2011, dans la nouvelle constitution, la question migratoire a été soulignée. Donc, suite à cet événement, que vraiment il y a eu la mise en place d'une nouvelle politique marocaine, avec tous les forums, tous les travaux, tout ce qui en est suivi, jusqu'à vraiment les associations, parmi les recommandations du CNDS, il y a eu la reconnaissance des organisations de la société civile migrante au Maroc, dont le collectif a profité de l'occasion pour déposer sa demande de régularisation en tant qu'organisation reconnue légalement. Parce que tout ce que les organisations faisaient auparavant, on le faisait de façon non formelle. On avait juste une protection des autres organisations. Même les fonds qu'on recevait n'étaient pas directement. Mais après la régularisation des migrants, il a été suivi la régularisation des organisations de la société civile, dont le collectif de communautés subsahariennes au Maroc a été régularisé. En 2015, on a eu notre statut, notre règlement, vraiment notre statut officiel, reconnu en tant qu'organisation société civile marocaine. Le collectif a été créé en 2011. Et après le retour du Forum social mondial, après la signature de la charte migratoire de Gorée, la charte mondiale sur la migration qui a été signée aux îles de Gorée. Personnellement, je n'ai pas été au Sénégal parce que je me disais que je ne peux pas retourner au Sénégal comme ça à mes vite sans arriver à ma famille. Donc moi j'ai pris la décision de rester. Et c'est au retour de cette caravane, au retour de cette mission, que les collègues, avec les collègues, on a présenté les résultats des travaux, que l'idée est née de créer le collectif de communautés subsahariennes au Maroc. Donc le collectif de communautés subsahariennes au Maroc, le CCSM, est créé par des acteurs de différentes nationalités. Donc je profite de l'occasion tout d'abord de rendre hommage à Yann Fabien, le Camerounais, que Dieu lui pardonne, que Dieu l'accueille au paradis, il a perdu sa vie. Donc nous, en tant qu'acteurs de la société civile, à tout moment, on doit lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué la migration subsaharienne au Maroc parce qu'il était trop engagé, trop virulent pour la protection des droits des migrants. Et aussi, je profite aussi dans la même lancée de remercier Oumar Diao. Oumar Diao, après Yann Fabien, c'est Oumar Diao qui a pris les rênes de la présidence du collectif. Et Oumar Diao, après on a eu Maman Hélène Yamta et aussi Pierre de Lagrange et d'autres personnes qui sont reparties au pays d'origine et d'autres sont restés au Maroc, dont moi je fais partie. Moi j'ai pris les rênes de la présidence du collectif de communautés subsahariennes aux mains de Yann Fabien et, je suis désolé, aux mains de Pierre de Lagrange qui est aujourd'hui en Belgique. Et moi j'ai pris les rênes entre ses mains. Comme j'ai dit, en 2013, depuis le roi, Sa Majesté a fait son discours
les choses commencent à bouger. Et le gouvernement marocain a mis en place une stratégie nationale de migration et d'asile. Et dans cette stratégie, il y a des choses qui avancent, surtout concernant l'intégration des personnes migrantes. Et tout le monde avait l'espoir. Tout le monde a eu l'espoir et tout le monde avait l'espoir. Surtout avec la création du ministère des Marocains résidant à l'étranger. Mais depuis 2 ans, 3 ans, aujourd'hui nous sommes en train de voir que toute cette politique est en train de régresser. Aujourd'hui, ce ministère n'existe plus. Le ministère est rattaché au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Et aujourd'hui aussi, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère toutes les questions liées à la migration à travers le WALI, le ministère de l'Intérieur. Donc, on est en train de voir aujourd'hui beaucoup de choses qui sont en train de régresser. Même s'il y a des choses positives, il faut le noter, concernant l'accès à l'éducation des enfants migrants, concernant l'accès aux structures de santé, concernant l'accès à la justice, mais de l'autre côté, beaucoup de choses sont en train de régresser. Et surtout dans les villes frontières, les arrestations ne cessent de continuer, sont devenues plus instances en adore. Et aussi, la question qui est beaucoup plus aujourd'hui frappante est que les personnes qui avaient bénéficié de cette opération de régularisation, parce qu'il y a eu 2 opérations de régularisation, 2013-2014 et 2017, plus de 50 000 personnes ont été régularisées. Mais aujourd'hui, la plupart de ces personnes sont confrontées à des questions de renouvellement de leur carte de séjour. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont été bénéficiaires de cette opération exceptionnelle n'arrivent plus à renouveler leur carte de séjour puisque les conditions de renouvellement sont devenues très difficiles. On demande pas mal de documents, contrat de travail, contrat de bail, on demande aujourd'hui même des contrats en APEC visés par le ministère de l'Emploi. Finalement, les migrants aujourd'hui qui n'arrivent pas à renouveler leur carte de séjour sont plus nombreux que ceux qui sont en situation régulière. Et il faut comprendre les conséquences de cette situation, c'est de permettre aux migrants de travailler dans le noir et aussi surtout ceux qui n'arrivent pas à travailler, ceux qui perdent leur emploi seront obligés de tenter de quitter le pays pour aller chercher l'avenir meilleur. Comme j'ai dit, c'est à travers la volonté personnelle. Parce que, après avoir tenté plusieurs fois de rejoindre l'Europe, sans suite, après avoir vraiment dit ok, ça suffit, il ne faut plus tenter. Et après mes études, je me suis dit ok, il faut fonder un foyer. Puisque l'âge avance, ce n'est pas obligatoirement que l'Europe que je dois réussir ma vie. L'Europe seulement n'est pas l'Eldorado. Donc, je me suis dit, ok, il faut fonder un foyer. Et c'est là que j'ai rencontré mon âme chérie. Donc, c'est après ça, plusieurs années après, qu'on s'est mariés. Et aujourd'hui, je vis avec mes 2 enfants en Ador, là où je travaille. Est-ce que c'est une réussite? Ça dépend de la perception. Une réussite, oui, j'ai mon foyer, j'ai mes 2 enfants, je travaille au Maroc, j'arrive à renouveler ma carte de séjour. Mais l'objectif, ce n'était pas de rester au Maroc, l'objectif, c'était d'aller à l'Europe. Ça aussi, c'est notre perception. Parce qu'avec les amis avec qui je vivais ici, aujourd'hui, pas mal sont en train de travailler, qui partent, qui viennent. Oui, l'objectif était d'aller en Europe, je n'ai pas dit, mais aujourd'hui, je vis au Maroc. Et tout le monde aussi peut faire ça, parce que voilà, c'est une question de volonté, c'est une question de perception. Quand on cherche, on trouve. Quand on s'engage, quelles que soient les difficultés, un jour viendra où on pourra réussir. Parce que moi, en tant que personne, j'ai vécu vraiment un passé très difficile au Maroc, dans ma vie migratoire. Au-delà même des maladies, au-delà même de la souffrance, il y a des moments où j'ai même eu certaines situations, plusieurs fois arrêtées par la police. À chaque fois que j'ai tenté d'aller en Europe, où je tentais de traverser les frontières, j'étais arrêté, refoulé vers l'Algérie. Et c'est l'Algérie, pour quitter l'Algérie, revenir au Maroc, c'était difficile. On a vécu pas mal de souffrances, pas mal de difficultés, mais j'avais toujours ce courage d'être là.
et je continue d'avoir le courage. Et si j'ai des conseils aussi à donner à mes frères et sœurs, c'est oui, on peut vouloir aller en Europe. C'est un droit. Comment? Ça, c'est une autre question. Mais aussi, on peut réussir au Maroc. Parce que depuis 2015, j'ai commencé à voyager. Mon premier voyage en Espagne avec visa légal, c'était en 2014. Et même mon transport de taxi, je n'avais pas pour aller récupérer les visas. C'est des personnes qui m'ont invité, des organisations qui m'ont invité à Madrid, qui ont tout fait. Et après, depuis ce jour-là, je commence à voyager. Je commence à voyager en Espagne, une fois, deux fois, trois fois, en Angleterre. Et je voyage en Asie. Donc, si j'ai des conseils à donner aux personnes, c'est qu'on peut réussir partout où nous sommes. Que ce soit au pays d'origine, on peut y réussir. Il faut croire en soi-même. Que ce soit dans un pays de transit, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les violations de nos droits, il faut revendiquer les droits. Les droits, on les revendique. On ne les réclame pas, on les revendique.